Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel pour apprendre à scripter sur Tabletop Simulator. Aujourd'hui on va voir la première partie d'une mise en place complète. Donc c'est deux vidéos d'application de ce qu'on a vu dans les cours d'avant. Et cette première partie va consister à créer un squelette, c'est-à-dire en fait un code que l'on pourra réutiliser comme code de départ pour à peu près tous vos mises en place, toutes vos mises en place. Tous vos modes en fait, tous vos modules, avec des ajustements bien sûr. Donc en fait on va revoir des choses qu'on a vues avant et on va créer aussi quelques petites fonctions utiles. Donc on va voir ça progressivement. Donc je vais en partie importer du code et en partie l'écrire devant vous. Voilà, tout simplement. Donc oh, ben, on est parti. Donc voilà le plan. Donc on a un script de mise en place. On va faire la gestion de la sauvegarde. Donc ça on a déjà vu la dernière fois mais c'est bien de le revoir. Et on va créer quelques fonctions. Par exemple, contrôler que tous les joueurs soient assis avant de démarrer une partie. C'est-à-dire quand on va cliquer sur démarrer, ça ne marchera pas. Il y aura un petit message de bienveillant mais pas une erreur. Mais un message qui dira que tous les joueurs doivent être assis avant de démarrer. On va créer ce système de boutons qu'on peut annuler, qu'on peut faire disparaître, etc. Donc il peut servir de base. On va désigner aléatoirement un premier joueur, donc ça, bon, il y a des objets qui le font, mais on peut le faire sous forme de script assez facilement. Détruire le matériel des joueurs qui ne jouent pas, qui ne sont pas assis, donc ça on l'a vu, on va juste le copier-coller. Et enfin, je vous montrerai une fonction que j'ai créée toute pièce, qui est assez fournie et qui sert à faciliter les choses en fait pour distribuer des objets sur la table dans vos mises en place, etc. Ok, donc c'est parti. Donc là, je commence avec un code où il y a la déclaration du petit bouton qu'on voit ici. C'est un bouton qui est dessous, enfoncé dans la table, et qui supporte, enfin c'est un jeton qui supporte ces trois boutons là, celui-ci, le message de bienvenue et le bouton annulé. Donc on a la fonction d'activation des boutons, ça on l'a déjà vu plusieurs fois, donc je ne vais pas revenir dessus, vous irez regarder les paramètres. Donc ça, je l'ai fait à tâtons. Donc voilà, pour revenir sur quelque chose qu'on avait déjà vu, j'ai dans le mode que vous pouvez récupérer, il y a quelques outils, dont un qui est très intéressant, je l'ai peut-être mis en fait ici, voilà. Donc quand on sort un jeton, je vous le remontre vite fait, on peut copier son guide dans cette fenêtre là, éditer l'objet pour éditer un bouton. Donc là on peut faire ce qu'on veut avec ça. Voilà, on l'édite très facilement et ensuite grâce à ça on peut exporter les paramètres à charger dans on les copie ici. Ensuite, on va copier ces paramètres dans la fonction créer de button et c'est parti. Donc votre bouton est fait. Voilà, donc je reviens vite fait pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos d'avant. Hop, j'efface tout ça. Donc c'est comme ça que j'ai pu créer ce bouton-là. Ensuite, on va commencer. Donc la première chose qu'on va faire, c'est gérer la sauvegarde. Donc vous allez mettre ça en fait, dans tous vos modes, moi je vous le conseille, c'est peu de choses à faire, vous n'êtes même pas obligé de vous en servir. Et j'en profite pour vous dire que à la fin, j'en profite pour vous faire un rappel, pardon, c'est que tous les cours que je fais sont disponibles dans le fichier qui est en lien dans la description de la vidéo. Donc il y aura un fichier rare que vous pourrez ouvrir et vous pourrez accéder au cours de script là. Donc aujourd'hui on fait le cours 8 app, ok. Il y aura une autre partie qui sera certainement la 9 app et qui va compléter celle-ci. Donc là vous pouvez copier-coller ce script pour les récupérer. Vous n'êtes pas obligé de copier ce que je fais à l'écran en direct, même si je vous le conseille. Donc on va revenir au code. Et la première chose que l'on va faire, c'est gérer la sauvegarde. Donc là, on l'a vu dans un cours précédent, c'est du code bête et méchant à copier-coller. Je vous conseille de le copier-coller à chaque fois, de ne pas chercher à le recopier. Donc en fait, voilà, je le mets ici et je remplace le début de la fonction onload. Ok. Donc qu'est-ce que je fais là? Je reviens sur ce que j'ai dit dans un cours précédent. Donc là, je crée une table qui sera celle que je vais sauvegarder, que je vais changer entre les sauvegardes de la partie. En fait, cette table va revenir, va être chargée, encodée dans le fichier JSON et décodée du fichier JSON à chaque fois que l'on charge la partie ou qu'on fait un retour arrière. Donc ici, par défaut, je lui donne juste l'information de la mise en place. Est-ce qu'elle a été mise en place? Oui ou non. Ici, par défaut, c'est non, bien sûr. Et donc ça, c'est vraiment l'info que je vais recharger à chaque fois. Donc vous pouvez la compléter à volonté. Vous pouvez mettre autant d'infos que vous voulez. Dans le jeu, il suffira, dans le script, il suffira de, quand on veut modifier quelque chose, d'écrire game data my variable, hop, égale, etc. Et donc là, si vous faites ça, vous allez sauvegarder
la valeur dans GameData et vous pouvez la rappeler, enfin vous la rappellerez automatiquement et il faudra faire appel de la même façon, GameData.myVariable. Ok, donc ce que ça va changer, c'est qu'ici, il y aura une condition qu'on pourra tester, c'est si la partie a été mise en place ou si elle n'a pas été mise en place. Donc c'est là que je vais faire appel à cette table. Donc je mets if game data. J'ai appelé ça setup done. Donc ici, si c'est faux, s'il n'a pas eu de mise en place, alors on active les boutons. S'il y a eu une mise en place, alors les boutons n'ont pas lieu d'être activés. D'accord? Bon, on peut déjà commencer par tester ça. Donc je vais l'envoyer. Voilà. Donc ici, je vais appuyer sur le bouton démarrer, donc ça ne va rien faire, hein. Il n'y a rien encore dans cette fonction setupTable. Mais, ah oui, donc forcément si je ne le fais pas, ça ne va pas changer grand chose. Je vais dire, à la fin de la mise en place, hop, après la mise en place, tout ça va devenir true, et donc normalement le bouton ne devrait plus apparaître. Donc je lance cette sauvegarde, j'appuie sur le bouton démarrer. Bon, on va inclure, bien sûr, dans la mise en place, le bouton va disparaître, on l'enlèvera. On va faire une autre sauvegarde quelque part. Mettons, par exemple, j'essaie de ne pas écraser quelque chose d'important. On va le mettre ici, ou plutôt là. On le lance, et le bouton n'apparaît plus, puisque setup done a été égal à true. Ok? Très bien, donc la suite. Ça va être simple en fait, on va compléter ces boutons là. On va faire le bouton destroy. Donc ça c'est le petit bouton qui annule. C'est le petit bouton quand on clique dessus. Je voulais vous le remontrer. Ah ben oui, forcément. Donc là, je vais la remettre sur false. Parce que, voilà, forcément, on va pas la mettre ici, on va la mettre là. Hop, donc là on change la variable, ça on va le laisser, hein. On restitue la variable. Ok, je vous ai montré ça dans une autre vidéo, hein. Voilà, ça c'est pour remettre les choses à zéro. Oui, donc revenons à nos boutons. Je vais vous parler de ce petit bouton pour détruire tout simplement le bouton. Ben là, on va le faire, on va l'appeler bouton destroy, cette fonction. Et donc là, elle va prendre le bouton setup, elle va tout simplement clear buttons. Elle va tout simplement enlever tous les boutons qu'il y a dessus. On l'a déjà vu, hein. Dans une vidéo précédente. Le do nothing également, la fonction qui ne fait rien, qui sert simplement comment dire, de fonction factice, hein, c'est juste pour afficher ça. Il faut absolument donner une fonction cliquable, donc on en donne une, hein, qui fait rien. Et maintenant, on peut commencer par les premières fonctions qu'on avait vues un peu plus tôt. On avait dit qu'on voulait contrôler que tous les joueurs soient assis avant de démarrer la partie. Très bien, donc on va commencer par ça. Et bien ça sera la première chose à tester. Ok, on va le faire ici. Donc contrôler que tous les joueurs soient bien assis. Voilà, donc on va faire la fonction qui s'appelle, on a appelé ça, je vais retrouver son nom, je l'appelle testColor. Alors c'est parti, testColor. Donc c'est bien aussi de la noter au moment où on va l'appeler, hein. Donc ici. Vous voyez qu'en fait on verrait qu'on va compléter ça. Donc testColor, ce qu'on veut, c'est qu'elle retourne par défaut une valeur qui va être vraie si tout va bien et faux s'il y a un problème. Ok? Donc là, nous on va mettre en place sur une condition. On va dire que si testColor, donc ce qu'elle va nous renvoyer, égale false, then, alors je fais quoi? Je fais return end. Ça veut dire que si jamais il y a un problème, on met fin à cette fonction. On pourrait à l'inverse écrire si c'est égal à true. Ok, on pourrait faire comme ça et mettre le end ici, mais ça voudrait dire que tout le bloc de code correspondant à la mise en place, hein, aussi long qu'il doit être, il va être indenté, enfin il va devoir être contenu dans ce if. C'est source de confusion, je trouve. Donc autant faire une ligne indépendante qui fonctionne tout seul. Ok, donc ça c'est true à la fin, puisqu'on a mis en place, donc c'est bon à la fin.
Mais par contre, on va pas l'utiliser parce que sinon ça va nous changer entre chacune de nos sauvegardes. Donc on va pour l'instant pas le faire, pas l'activer. Ok, donc on va tester les couleurs. Donc comment on va faire ça? Par défaut, si tout va bien, on va dire que ça nous renvoie un trou. Okay. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire l'inventaire des joueurs assis. Et je vais vérifier que cette couleur, enfin des joueurs qui ont une couleur, je vais vérifier que ces couleurs soient présentes parmi les couleurs de la table. Ok. Donc c'est-à-dire, je veux que les couleurs soient disponibles. Il peut arriver en fait que, enfin ça arrive même pratiquement tout le temps, quand on invite quelqu'un qui vient d'une autre table, eh bien il va avoir une couleur qui n'est pas incluse dans cette table, par exemple du jaune, du violet, etc. Et si on fait démarrer, ben patatras, la partie va démarrer, va l'oublier, le script va bugger, ou voilà, donc il faudra relancer la partie, et ça va nous éviter tous ces petits inconvénients. Donc je vais faire l'inventaire des joueurs. Donc l'inventaire des joueurs, c'est get seated player, ok. Donc ce truc-là, on va le parcourir. Donc je pourrais le sauvegarder, mais je vais directement le parcourir. On n'est pas obligé de faire comme ça. Donc là, on le fait avec hyper, ok, get seated player. On va chercher, donc ici on sait que chaque ligne c'est un index, une couleur, donc on peut remplacer ça par couleur. L'index, on n'en aura pas forcément besoin. Et on va faire un petit if qui va dire si cette couleur-là, elle est présente parmi les couleurs disponibles. Donc là, il y a deux choses que je vais vous montrer. La première, c'est une fonction que je vous ai déjà montrée dans un cours précédent qui s'appelle asValue, que je vous conseille de copier à chaque fin de vos scripts, enfin d'inclure dans tous vos scripts, qui va tester si une valeur se trouve dans une table. Elle va parcourir la table. Si elle trouve la valeur, elle nous renvoie la position de la valeur, mais elle nous renvoie quelque chose. Ok, c'est assimilable à du trou. Et si jamais elle ne trouve pas cette valeur, elle finit la boucle et elle nous renvoie faux. Ça veut dire qu'il y a un problème, il n'y a pas cette valeur. Donc on sait qu'on va utiliser if has value. Et donc la table en question, celle-ci je vais vous en parler plus tard, mais la couleur qu'on cherche c'est celle-là. Donc si tout va bien, alors, eh bien si tout va bien, alors on ne fait rien. Par contre, s'il y a un problème, si c'est faux, on va mettre un message et on va retourner faux. Il y a un problème. Donc quelle est cette table dans laquelle on veut chercher les couleurs disponibles? C'est la table player.getAvailable colors. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc ça c'est une fonction qu'on va aller chercher. Donc on revient dans la classe player, vous savez qu'on a déjà utilisé pour chercher le joueur Steam. Hop, et getAvailableColors, il est ici. Donc là on est dans la table dans la classe player et on a plusieurs infos. Donc moi je me sers que de celle-ci en général. Ça nous retourne une table de toutes les valeurs disponibles sur la table, toutes les couleurs disponibles sur la table. Donc nous on teste si la couleur est incluse dans cette liste là. Donc si oui, ok, sinon problème, donc petit broadcast to all. Et là on va lui dire que le joueur en question doit choisir une couleur disponible ou être spectateur. Et donc ça, voilà, en fait, spectateur, ça fait partie des couleurs disponibles, même si elle n'est pas explicitement montrée sur la table. Donc là, qu'est-ce qu'on met? C'est ce qu'on a déjà fait. On va chercher le nom du joueur, donc la classe player, la même classe que celle-ci. On va chercher couleur Steam name, score name. Donc là, on a le nom du joueur. Et puis, on va peut-être faire un truc un peu plus complet en termes de concaténation. On va essayer de mettre entre parenthèses sa couleur. Donc, on va faire un petit exercice de concaténation. Donc ici, je vais mettre entre parenthèses. On veut avoir la couleur du joueur. Donc, ça va faire ici, comme ça. Et là, je vais inclure la couleur. Donc là, il y aura écrit, par exemple, le joueur Tartampion, entre parenthèses couleur vert, doit choisir une couleur disponible ou être spectateur. Donc là, ça, il faut vous exercer un petit peu à la concaténation. Si vous y perdez entre les points, les cotes, essayez de baliser votre texte. Dites, voilà, avant d'écrire, j'ouvre et je ferme.
et après je remplis. J'ouvre et je ferme toujours. Je mets ma première, ma dernière cote et après j'écris dedans. Et donc vous alternez, vous voyez, le texte avec les concaténations. Donc là on sait qu'il y aura du texte, on concatène avec quelque chose qui sera une variable, on concatène avec quelque chose qui sera du texte. Et après on remplit. Voilà, ça évite peut-être de s'embrouiller au début. De toute façon, vous vous embrouillerez et très vite vous aurez l'habitude de le faire. Et voilà, il n'y aura plus de problème. Très bien. Donc, avec ceci, déjà, moi je vous conseille de séparer. Ça, c'est un truc que je fais tout le temps. Toutes ces fonctions-là qu'on va écrire, qui seront génériques, qui reviendront d'un mode à l'autre, eh ben, je vous conseille de les mettre sous une ligne, comme ça, en fin de votre script. Comme ça, bon, vous pouvez facilement les copier, les importer, les exporter dans un autre module. Et oui, en fait, par convention, on met tout dans la fenêtre globale, avec toutes les fonctions à la fin. Voilà, donc ça c'est par convention ce qu'on fait pour scripter. Il nous manque aussi, je crois qu'on peut peut-être commencer à tester. On peut peut-être commencer à tester, voir si tout cela fonctionne bien. Donc je vais revenir sur ma sauvegarde. Je vais envoyer. Et oui, on est encore face au même problème. Alors, game data setup down égale false. Voilà. Je peux supprimer ça. Ah. Ça nous met true, ça nous met true. Et forcément c'est false qu'il faut mettre. Voilà. On va y arriver. Hein. Donc je lance la sauvegarde avec false. Je sauvegarde, c'est ce que j'ai oublié jusqu'à présent. Voilà. Et maintenant on est bon. Voilà. Je relance le script pour vérifier. Voilà. Chaque fois j'ai une petite appréhension. Hein. Et, voilà, donc on y va. Et on va tester que tout est bon avec les couleurs. Avec éventuellement un bug. On sait que s'il y avait une erreur, il y aurait eu le message qui serait apparu. Okay, donc là, je vais vous donner un conseil général. Donc je vais commencer par sauvegarder la partie. En fait, quand vous faites des modes ou que vous scriptez, essayez tout le temps de vous connecter en simulant une partie à plusieurs. Okay, voilà, ne prenez pas l'habitude de faire ça tout seul, c'est dommage, parce que vous allez rater les occasions de tester vos scripts. Donc voilà, là je suis connecté avec 3 joueurs, donc j'ai fait une partie hot site. Je vais prendre des couleurs qui ne sont pas présentes, hein, par exemple. Je ne suis pas obligé de prendre que des couleurs qui ne sont pas présentes, mais je n'ai pris une qui n'était pas présente, le jaune. Et maintenant, je vais charger ma partie. Ok, très bien. Donc vous voyez là, il y a 2 joueurs qui sont assis et le troisième, le joueur jaune, lui, il n'y est pas. Donc là, je clique sur démarrer et hop, player yellow doit choisir une couleur. Donc il s'appelle player 1 hein, puisque c'est des places génériques nommées par le jeu. Doit choisir une couleur de spectateur. Donc là, si je lui dis d'aller là, hop, très bien, je fais démarrer et tout va bien. Donc là, on est bon jusque là. Voilà la petite fonction qui est fort utile hein, parce que ça évite pas mal de ratage au début. Donc ensuite, ce que je fais, c'est toujours je détermine un global, donc une variable globale que je pourrais utiliser partout dans le code. Le nombre de joueurs, c'est quelque chose qui revient souvent ça. Donc je le fais d'entrée. Comme ça, on n'en parle plus. Si je veux savoir le nombre de joueurs, je l'utiliserai plus tard dans le code. Alors ne surtout pas faire ça ici, hein. Ok, dans la fonction onload. Pourquoi? Parce que c'est pour exactement la même raison que je viens d'évoquer juste avant. Si tous les joueurs ne sont pas assis, s'il y a un problème, ben, on n'aura pas le bon nombre de joueurs. Le nombre de joueurs qui sera compté, ça sera un nombre de joueurs assis aux bonnes couleurs. Donc il faut le faire au moment où la partie, on est sûr qu'elle démarre. Ok, voilà. Ensuite ici, ça sera votre code de mise en place et ça on le verra dans une prochaine vidéo. D'accord? Et ça sera probablement pas sur cette table mais sur une autre. On va essayer de mettre en place un vrai jeu pour que ça ressemble à quelque chose. Pour avoir un vrai cas d'usage. Ensuite je vais faire une fonction qui va, ce que j'appelle first player color. Ça va être, on va tirer au hasard un premier joueur. Je fais ça par habitude dans tous mes modes. Player
color. Donc c'est une fonction, donc je lui crée un camel case et je vais la créer. Donc celle-ci aussi elle est générique, on va la trouver partout. Donc allons-y. Voilà. Donc on va créer cette fonction. First, je vais copier-coller le nom. Player color. On sait que cette fonction va retourner à la fin la couleur du premier joueur. Voilà, je la nomme comme ça, first. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par identifier les joueurs qui sont assis. Donc on fait toujours la même fonction, getSeatedPlayer. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on a besoin d'une valeur aléatoire. D'accord? Donc on va, s'il y a 3 joueurs, on a besoin d'un chiffre entre 1 et 3, s'il y a 2 joueurs entre 1 et 2, etc. Donc là on utilise une fonction de l'UA, qui n'est pas en lien avec l'API Tabletop. Hein. On va l'appeler random, hein, ça sera le chiffre aléatoire. Et donc là, on va utiliser la librairie. Donc il y a quelques librairies en l'UA. Donc vous voyez, je l'utilise avec minuscule. Qui sont incluses. Donc franchement, on utilise très rarement des librairies incluses dans le langage. Donc si vous voulez avoir plus d'infos sur ce qu'elle peut faire, on fait l'UA, mat, et là, on va trouver à peu près tout ce qu'on veut. Alors est-ce qu'il y a un site sympa? Celui-là est pas mal. Moi j'aime bien ce site. Celui-là il est un peu plus brut. Il est en anglais, mais celui-là il est en français. Donc là, vous avez tout ce que peut faire la librairie math, hein, exposant, cosinus, etc. Donc nous on se sert quasiment uniquement du random. C'est la seule chose vraiment indispensable dans la plupart des jeux. Donc là, je vais utiliser, donc pour savoir, en fait random, on met le chiffre, l'entier, c'est un entier maximum, c'est-à-dire la valeur maximale. Si on met 9, ça sortira un chiffre entre 1 et 9. Il y a plusieurs utilisations de cette table random, hein. On peut faire des... si on va regarder, sans aller trop loin. Hein. Vous voyez, on peut mettre des bornes, inférieures, supérieures. Voilà, donc je n'irai pas plus loin, mais avec ça déjà vous pouvez faire pas mal de choses. Donc ici, je veux juste un chiffre entre 1 et 3, donc je vais utiliser cette table et prendre sa longueur. Donc ici, si on est 3 joueurs, ça sera 3. Très bien. On a notre chiffre aléatoire. Et ensuite, je vais voilà, je vais déterminer la couleur du premier joueur. Ok? Donc ça va être simple. Ben, c'est tout simplement l'index de cette table qu'on va utiliser avec notre random. Ok? Donc là, si j'ai 1, ben, ça sera la première couleur. Si j'ai 2, la deuxième. Si j'ai 3, la troisième. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc ici, je peux faire un broadcast. Et je vais mettre, toujours pareil, on va reprendre ceci. Hop. Donc ici, ça sera la first player color. Steam name. Voilà, donc le nom du joueur. On fait une chaîne de caractères avec un espace. Joue en premier. Et puis on va l'écrire dans sa couleur, c'est plus sympa. Donc on met first player color. Je vous rappelle que c'est un argument facultatif qui permet de colorier le message. Ce que je fais aussi, c'est un petit wait ici. C'est pas obligatoire, mais c'est bien parce qu'en fait, sinon, quand on lance le setup de la partie, mais en fait, il n'a même pas le temps de se mettre en place qu'il y a déjà un message qui vous dit quel est le premier joueur. Il vaut mieux voilà, laisser quelques secondes, comme ça c'est fait. Après, c'est ajusté, voilà, c'est à vous de voir. Donc, on va voir si ça marche. Ça marche pas parce que je n'ai pas lancé, bien sûr, la fonction. Ah oui, si je l'ai lancé. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ma fonction? Donc j'ai les cités de player ici.
First player color, broadcast to all. J'ai bien la fonction qui se lance. Alors on va faire un petit log pour dire que tout est OK. C'est bien de débugger en direct, hein. Vous voyez là par exemple, on voit que... Ah si, il y avait un petit décalage, d'accord, de 3 secondes, c'est moi qui étais impatient. Donc tout va bien. Très bien. Et mon log, j'ai oublié de vérifier, il est bien là. Sinon, bah, voilà, c'est qu'il y a un problème. Ok, très bien. Donc on a fait notre premier joueur. Et enfin, une des dernières fonctions que je voulais mettre, c'était la destruction des joueurs absents. Donc on y va. Donc en fait, celle-ci, je vous renvoie au cours dans lequel on l'a codé. Je crois que c'était le cours sur les zones. Donc c'est peut-être le 5e cours, les zones de script. Donc on va pas le refaire en entier. Je vais juste la copier-coller et la commenter légèrement. Donc ici, on prend la player table, c'est-à-dire tous les joueurs toutes les couleurs qui sont jouables. Donc là, en fait, il faut que ce nom de table soit appelé ici, ok? Donc si vous l'appelez différemment en haut, il faut le nommer différemment ici. Enfin, non, il faut le nommer différemment lorsque vous appelez la fonction, pardon. Donc on va la mettre ici en fin de mise en place, ok? Donc c'est là qu'il faut l'appeler de la même façon. Ici, peu importe. Donc on reprend les listes des joueurs. On pourrait même la mettre en variable globale, hein, j'y pense maintenant, mais on pourrait le faire ça au début de setup de table. Voilà, ça pourrait se faire. On teste si pour chaque couleur, donc dans la player table, celle que j'ai faite à la main, on teste si la couleur est bien assise. Ok. Si ce n'est pas le cas, alors on détecte tous les objets qu'il y a dans cette zone et on les passe un par un, et un par un on les détruit, tout simplement. Donc ça, ça aura un effet de détruire celui-ci. Voilà. Ok. On a déjà un squelette qui est pas mal. Il nous manque quand même quelque chose d'important. Pour que l'effet de notre sauvegarde marche et la création de boutons, il faut qu'on change le statut, okay, de l'installation. Donc ici, on aura à la fin, quand on est sûr que tout va bien, c'est pas au début qu'il faut le faire, là on peut mettre true. Okay, donc ça aura l'avantage de ne pas recréer le bouton si jamais on recharge la partie. Voilà, donc on teste vite fait. Donc je démarre la partie. Ok, ça détruit bien, ça choisit un premier joueur. Et maintenant je vais sauvegarder sur une autre sauvegarde. Voilà, et lorsque je la lance, le bouton n'apparaît plus puisque setup done égale true. Et comme setup done égale true, il n'y a pas de création de bouton. Ok, donc ça je peux l'effacer. Voilà. Donc là on a déjà un squelette qui est pas mal. Donc vous pouvez partir là-dessus. Ça évite quand même une bonne demi-heure de travail. Vous copiez-collez ça et puis vous l'éditez à votre façon. Maintenant j'aimerais terminer par vous montrer une fonction. Donc alors moi je l'utilise, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais en fait vous savez dans les mises en place vous verrez que vous allez tout le temps faire des take object, vous allez tout le temps vous servir de paquet de cartes ou de containers, et régulièrement il y aura des bugs parce que le paquet aura été détruit, aura été décomposé puis recomposé. C'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Donc en fait moi j'ai créé une fonction qui se base sur une zone un peu comme ici et qui va tout le temps piocher sans planter. Donc je vais vous la montrer dans une sauvegarde à part, et si vous êtes convaincu, vous pouvez l'utiliser. Donc là c'est libre à vous de le faire. Donc là on est sur une table. Vous voyez ici, alors il faudrait que j'importe le script, je vais le faire. Donc là en fait, je vais vous montrer à quoi ressemble la fonction, elle est un peu longue. Donc ça, on va l'écraser mais c'est pas grave. On va le retrouver. Voilà, donc la fonction elle fait tout ça. Mais c'est pas un problème, hein, le script n'est pas lourd et il marche très bien. Donc là, voilà, j'ai juste relié un bouton, le petit bouton do it là, qui va faire un take object. Je l'ai appelé cette fonction take object from zone. C'est-à-dire qu'on donne simplement une zone, ok, et quand on utilise la fonction, elle va piocher un nombre d'objets qu'on a déterminé. Donc ici,
j'ai mis 10, mais quand vous coderez, vous mettrez ce que vous voulez. Vous mettrez juste la zone. Donc ici, on n'est pas obligé de faire ça, on peut l'appeler voilà, zone à piocher, zone draw. Voilà, on fait ça. Donc la zone, c'est celle-ci, 10 objets, et où les envoyer. Et on peut aussi mettre une rotation, c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Donc on y va. On lance ça. Là, si je pioche sur 10, ça ira préférentiellement choisir un deck, si on a plusieurs choses dans la zone. Ok, il y a des cubes, il y a un deck. Donc là, j'ai dit, hop, 10 cartes, et les envoie ici. Très bien. Donc ce qui est avantageux aussi, c'est que si jamais il n'y a pas assez de cartes, hop, là ça marche une deuxième fois parce qu'il y en avait 28, et là il n'y en a pas assez, il y en a 8. Ça va mettre un petit message en disant 2 objets sont manquants. Voilà, donc ça c'est pas mal, ça évite de planter parce qu'il n'y a pas assez d'objets, etc. Si par défaut il n'y a pas de deck, il va prendre des objets qui ne sont pas loqués. Vous voyez un bol ici que j'ai loqué, et sinon il va les servir dans un tas. Donc je fais 10, hop, il va prendre des objets et les empiler. On peut aussi mettre un petit perturbateur pour que ça fasse un tas ici. Ça, je vous laisserai l'utiliser. Vous pouvez utiliser la fonction jitter qu'on a vu dans le cours précédent en fait. Donc vous ajoutez ça à vos positions et ça vous fera un joli petit tas plutôt que faire comme ça. Mais moi j'aime bien quand ça dispose d'objets comme ça. Donc ça prend le premier conteneur ou à défaut les premiers objets non loqués qu'il trouve. Donc ça marche avec un sac. Ça va marcher aussi avec un sac infini. Donc voilà, c'est une fonction universelle qui voilà, qui plante pas, qui marche à tous les coups, donc n'hésitez pas à vous en servir. Ok, voilà. Voilà. Donc cette fonction là, ben moi je la mets à la fin de mes modes et puis je m'en sers. Donc on va aller voir ça. On va recharger le code. Voilà, il est là. Et puis donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement vous commenter la fonction, ok? Et puis vous pourrez prendre le temps de la regarder dans le cours qui contient aussi des commentaires, une longue description. Je vais pouvoir mettre ici hein, également. Voilà, donc vous aurez ce genre de commentaires si vous téléchargez les cours. Okay, donc là, qu'est-ce que je fais en 10 minutes, en 5 minutes? Donc on a dit la zone où on prend les objets, le nombre d'objets à prendre et la destination avec la rotation. Donc je prends les objets de la zone. Je fais des fonctions vides au départ, des variables vides que je vais pouvoir remplir par la suite. Ça on oublie pour l'instant. Donc vous voyez qu'on peut définir des fonctions dans des fonctions. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait ce code-là revient plusieurs fois dans ma fonction. Donc je l'ai défini ici afin de l'appeler par un petit raccourci, par moveObj. Okay, donc on y reviendra ça après. Donc ce que je vais faire premièrement, c'est chercher à détecter s'il y a un deck dans le tas, dans la zone que j'ai mise. C'est tout simplement, je parcours les objets, et si jamais il y en a un qui est de type infini, bag ou deck, alors c'est lui notre container qu'on va piocher. Et s'il y a un container, okay, donc s'il est autre chose que nil, nil ça veut dire néant, nul, rien. Donc s'il est quelque chose, si le container prend une valeur, donc un objet, alors on va se servir de cet objet. On va le mélanger. Alors ici, ça, ne vous embrouillez pas trop avec ça. C'est en fait, je donne la valeur rotation, la valeur qui est donnée en paramètre. Ok. Et s'il n'y en a pas, c'est une écriture spéciale. Hein, je ne sais pas si on peut parler d'écriture ternaire, mais c'est une écriture spéciale. S'il n'y a pas de valeur passée à un argument, alors on prend par défaut l'orientation du container. Ok. Pour prendre une, si jamais on met rien, ça prendra l'orientation du sac ou du deck. Très bien. Ben ensuite, là, je prends la valeur totale, le montant total d'objets qu'il y a dans ce conteneur. Ça, c'est pour les compter, pour envoyer un message à la fin, vous savez. Et puis, voilà, je prends la valeur minimale entre le nombre d'objets restants et le nombre d'objets demandés. Si jamais il y a plus d'objets dans le deck, s'il y en a 60, mettons, cartes, j'en demande 10, ben, il prendra la valeur minimale. Okay, s'il y a 8 cartes et que j'en demande 10, il prendra 8. S'il y a 60 cartes et que j'en demande 10, il prendra 10. Ok, et puis voilà, je take object. Alors ça, pourquoi je fais ça? Je pense que je vous embrouille avec cette fonction. En fait, l'objectif ici, c'est de sortir la carte. Voilà, ça c'est une astuce. Donc on fait une petite parenthèse. Quand vous allez souvent modder, il peut arriver que vous ayez besoin d'un paramètre d'un objet. Donc ici, par exemple, les tags. Vous voyez, il y a des tags sur ces objets.
Si je veux exploiter ces tags alors qu'ils sont dans le deck, je ne sais plus d'ailleurs, il faut aller vérifier. Mais je pense pas qu'on puisse accéder. Alors j'ai un gros doute. Hein. Je pense pas qu'on puisse accéder au tag depuis le conteneur, mais peut-être. Je ne veux pas dire de bêtises parce que j'en dis assez. Donc les get functions. Et on va arriver aux fonctions qui se trouvent dans les containers. Si je... Alors ça, je vais trouver ça avec name peut-être. Component function. Alors, on va prendre une petite 30 secondes pour aller regarder ça. J'aurais dû faire du repérage un petit peu avant. Parce que là, il y a beaucoup de choses. Si je les trouve pas, ça sera dommage. Je voulais retrouver ce qu'on avait vu dans le cours, vous savez, sur les zones de script. Avec les paramètres auxquels on peut accéder. Donc je vais peut-être reprendre mon cours tout simplement. On va aller plus vite comme ça. Voilà. Allons voir le cours. Je pense que c'est le cours. Voilà. Et donc là, ça va être ici. Eh ben, c'était laborieux, mais on y arrive. Donc là, vous avez la description, guide, etc., etc., etc. Il y a les tags, mais par exemple, le type d'objet, on avait vu qu'on ne pouvait pas le récupérer. Okay, donc si on a besoin de connaître le type d'objet, par exemple, ben, il y a une astuce qui consiste à dire, ben, sors-moi l'objet, et puis après on regarde. Mais au moment où il sort, on n'aura même pas le temps de voir l'objet se décrocher du deck. Okay, donc c'est ce qu'on fait ici. Hop, voilà. C'est ce qu'on fait là. Je sors l'objet, je le sauvegarde, et après j'en fais quelque chose. On peut tester des choses. Ici, je le sors pour le bouger. Parce que j'ai besoin de... je veux créer une fonction moi-même qui va faire ce que je veux avec cet objet-là, mais il faut d'abord que je le sorte. Donc je fais juste ça, je le sors, et après j'utilise ma fonction comme je veux. Ok? Donc là, c'est comme si j'avais mis ceci là. Comme ça. C'est la même chose. D'accord? Donc je fais... en gros, je vais faire un positionnement de l'objet. Donc je prends la valeur qui a été donnée ici, je le mets en vecteur hein, au cas où, et la rotation. Et ensuite, je complète une table que j'ai faite vide où je vais lister tous les objets qui ont été piochés. Okay, donc comme ça, on peut faire ce qu'on veut avec cette fonction-là. Elle va nous retourner la liste des objets qui ont été piochés. Ici, entre chaque objet, parce qu'il va y avoir une boucle, hein, on va sortir plein d'objets, on peut en sortir 100, 200, hein, pas de problème. Je vais ajouter un petit jump entre chaque objet. Et là, bon, sans rentrer dans les détails, ici, en fait, je vais ajuster l'espace entre chaque objet en fonction de sa taille. Donc, get bounds normalized, ça, c'est un moyen de connaître la vraie place que prend un objet dans l'espace. Donc voilà, ça peut servir à d'ailleurs, ce 1 ne sert à rien. Ça peut servir à, comment dire, à bien disposer des objets sans qu'ils se touchent. Ok? Donc je vais remettre comme c'était. Voilà. Et donc voilà, donc quand on a un conteneur, je fais ça. Si il n'y a pas de conteneur, donc là je vais prendre les objets qui sont, souvenez-vous, dans la zone autant qu'il y en a. Ok? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais je vais détecter tous les objets. Et si on doit en prendre, voilà, je vais prendre le montant d'objets à attraper. Et tester d'abord s'ils ne sont pas lock. Ok, et s'il en reste toujours à attraper. Donc ça, c'est un peu redondant. Alors, là, d'ailleurs ça ne sert à rien du tout ça. Hein. Voilà. On prend l'angle de l'objet, sauf si on a spécifié une rotation particulière. On dit que l'objet qu'on veut distribuer, ça c'est pour garder le même nom, hein, pour que ça soit cohérent. Il s'appelle comme ça. Et puis on fait move, là à l'endroit indiqué. Et là je fais un tout petit algorithme pour diminuer le nombre d'objets à prendre, afin de limiter la fonction, qu'elle s'arrête toute seule en fait, quand il n'a plus besoin de prendre des objets. Et si jamais on arrive à épuisement avant que le nombre d'objets requis ait été pris, ben on fait un break.
Et là, à la fin, ce que je fais juste, c'est que je calcule le nombre d'objets manquants que je vais renvoyer dans un message. Et enfin, la fonction, elle, renvoie la table avec tous les objets qui ont été saisis. D'accord? Donc voilà, en gros, tout ça pour une petite fonction qui va simplement servir à prendre des objets. Et donc on l'utilisera certainement dans le prochain cours. Donc je ne veux pas vous obliger à passer par cette fonction-là. Moi je m'en sers, elle m'est bien utile. Mais vous pourrez, on verra les deux cas. On peut faire des take objects, etc. Donc il n'y aura pas de problème. Donc on est arrivé à la fin de cette première partie pour scripter une mise en place complète. Donc on a vu comment voilà, créer un squelette de mise en place avec quelques fonctions utiles comme contrôler que les joueurs soient assis, désigner le premier joueur aléatoirement, détruire le matériel des joueurs absents, et puis une fonction bonus qui sert à facilement saisir des objets, ainsi que la gestion de la sauvegarde. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Alors je ne sais pas encore si ça va être la suite de celle-ci ou un autre cours, je pense que ça va être un autre cours avec des nouvelles fonctions à prendre. Et puis bon courage avec le code, amusez-vous bien, et puis je vous dis à bientôt.